Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le 87e épisode de C'est qui en pôle. On va débriefer la saison 2020 MotoGP avec Kevin qui est revenu. J'étais assez à l'aise, je me suis dit allez, petite double invitation, je vais prendre la deuxième invite aussi. Et Olivier. Bonjour à tous. Ça va ? Bah ouais, ça va. Ça va. C'est difficile là, d'attendre la reprise du championnat parce que même si pendant le premier confinement on s'était dit, on s'est habitué à beaucoup de jours sans course, là ça commence même à être long hein, quand même, mine de rien. Ah, ça commence à être long un peu ? Ouais. Tu piaffes ? Oui. En même temps, vu le temps qu'il fait dehors, tu te dis c'est pas vraiment un temps à faire de la moto. Ah ouais, il y a eu des chutes de neige au Kota en plus. Il y avait, oui. Il y avait une belle petite pente à descendre, sympathique. Quelques news rapidement. Alors Suzuki qui a perdu son team manager Brivio, donc qui part en F1 chez Alpine. Alors ça avait été annoncé juste entre l'enregistrement et la publication du précédent épisode. Alors déjà, Kevin, à ton avis, coup dur ou il va falloir... on va s'en remettre chez les Bleus. Moi je pense maxi coup dur quand même. Davide Brivio c'est un mec qui a un CV long comme un bras, clairement. C'est lui, si je dis pas de bêtises, qui était chez Yamaha quand ils font venir Valentino. Derrière, on sait ce que ça a donné. Là il est arrivé chez Suzuki. Là Suzuki était champion l'année dernière. C'est pour moi un super team manager, un mec qui sait mettre les bonnes personnes au bon endroit pour que ça fonctionne, que ça aille de l'avant. Je pense que pour Suzuki c'est une grosse perte. Ils ont pas encore annoncé de remplaçant. Je crois qu'ils ont même annoncé que ils allaient peut-être pas le remplacer. Il y aura pas de remplaçant, ouais. Voilà, redistribuer un peu ses tâches à tout le monde. C'est ça. Clairement, je crois pas que ce soit une bonne idée. Sauf s'il avait un bras droit qui était au courant de tout. Et ouais. Ça peut le faire. Les mots de passe. Mais par contre, pour ceux qui suivent la Formule 1, ils peuvent être contents parce que je pense que c'est vraiment une super recrue pour Renault. Ouais, pour Alpine. C'est Alpine maintenant, ouais. Alpine, c'est pas grave. C'est pour la blague. C'est le même groupe. Olivier, qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis qu'on va vite voir si c'était sa personnalité qui faisait de Suzuki ce qui est devenu Suzuki, mais si Suzuki a décidé de pas le remplacer, c'est qu'ils sont relativement confiants sur la suite, parce que là, champion en titre... pas constructeur évidemment, mais champion en titre avec Mir, ils peuvent se dire qu'il était vraiment indispensable d'avoir un team manager, il l'aurait remplacé au pied levé. Apparemment c'est pas le cas, donc on verra bien. Hein. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la moto est saine, les pilotes ont plutôt les pieds dans les bonnes bottes, donc après c'est un choix. Ouais. Et puis même sans Brivio, c'est un team qui a l'air de bien fonctionner. On voyait souvent Guintoli en parler sur les antennes de Canal et même dans sa propre chaîne YouTube. C'est un team qui a l'air d'avoir une cohésion naturelle, même sans nécessité d'avoir une personnalité leader finalement. Mais on verra, encore une fois, c'est un peu tôt pour se prononcer définitivement sur le sort de Suzuki sans Brivio. Ouais. Et puis il y a une petite news qu'on a oublié d'évoquer juste avant de démarrer, c'est la visite médicale de Marquez. Je l'ai lu un peu en travers, mais je crois que c'est pas super rassurant pour lui, et il y a de grandes chances qu'on ne le voit pas au début de la saison, si je me trompe pas. C'est ça. Moi j'ai vu retour prévu en juin. Donc après il y avait rien d'alarmant d'après ce qu'ils ont dit, donc c'était du contrôle, ça avait l'air de suivre son cours, donc c'est 6 semaines après l'opération, et a priori retour toujours en ligne pour juin, donc ça fait loin, mais on verra bien. Il va falloir être fort mentalement, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Ça va faire 12 mois sans rouler, quoi. S'il y en a un qui peut revenir de ça, je pense que c'est lui, et mentalement à mon avis il est très très fort. Ouais. Et puis je pense qu'il va revenir, et à moins qu'il ait eu des complications dont on n'a pas entendu parler et dont lui-même ne s'est pas encore rendu compte, mais je pense qu'il va être au même niveau. Il est encore assez jeune pour revenir d'une blessure comme ça. Si son nerf n'a bien pas été touché, il va revenir au top à mon avis. Ouais, ça de toute façon on verra peut-être dans l'été, quoi. Mais c'est vrai que si c'est un retour que au mois de juin, ça va commencer à faire peut-être bien 5 ou 6 courses de retard sur les autres, donc ça va être compliqué.
Ça risque d'être sympa parce qu'en général, il est champion 3-4 courses avant la fin. Donc là, Donc ça va jouable. nous faire un sprint final. Bon, après, s'il revient à 100%, c'est jouable. Après, oui, il y aura quand même, je pense, la peur de rechuter parce que c'est con, mais sa chute cette saison, il l'a faite un peu en mode cerveau débranché où il essaie de remonter, où il était déjà remonté très bien, où il se battait pour le top 2 si mes souvenirs sont exacts. Là revenir, est-ce qu'il va être assez mature pour se contenter d'une 5e, d'une 10e place en se disant je vais éviter de me répéter le même truc et du coup être quasiment hors course pendant au moins une saison encore ou deux, voire deux, parce que si ça répète, là ça va être compliqué. Ça va pas être facile à gérer, mentalement, physiquement. Ouais, c'est. Bon, après, il sait piloter une moto, hein, ça, je pense pas que ça change. Non, mais puis en plus, faut pas s'inquiéter, Alberto Pucci est là pour l'aider là-dedans, prendre les bonnes décisions, tout ça, y a pas de problème. Tu crois sincèrement que Pucci... Pucci, c'est Marquez qui lui dit ce qu'il doit faire et c'est tout, à mon avis. Donc on va démarrer par un petit débrief quand même sur les super sports. Donc en 300, on va rappeler les 5 premiers du championnat avec Mika Perez 113 points, Koen Meufels 122 points, Bahattin Sofoglou avec 143 points, Scott Deroux 187 points, Jeffrey Buys avec 221 points et champion en 300. Alors il y a beaucoup de pilotes néerlandais donc qui sont aux avant-postes en 300. On va voir si ça va faire un pays qui se découvre des talents pour la suite, on verra. Côté français, donc on a Samuel Dissera qui est 9e, Hugo De Cancellis 13e, Enzo De La Vega 14e, Johan Guimbert 27e et Tom Berceau 33e. Kevin, tu voulais nous glisser quelques mots sur Ana Carrasco ? Parce que je trouve qu'elle a fait une perf assez plutôt incroyable. Elle termine 8e du championnat alors qu'on sait qu'elle s'est très très lourdement blessée. Elle a pu participer qu'aux 4 premières manches, elle a arrêté les 3 dernières. Sur les 4 premières manches, elle fait une victoire, 2 deuxième places. Alors il y a 2 courses par week-end. Donc c'était plutôt une belle perf. Elle s'est fait une grosse blessure à un entraînement, une fracture de vertèbre apparemment, et on a vu sa convalescence un peu et sur les réseaux sociaux et les énormes cicatrices qu'elle a. Apparemment elle va pouvoir repiloter, donc ça c'est vraiment incroyable. Et puis chapeau à elle pour réussir à remonter sur une moto après une blessure comme ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, alors je sais pas si elle est déjà remontée sur la moto, mais non, mais je pense qu'elle a bien, elle compte bien le faire. À mon avis. Ah oui, c'est clair, ouais, c'est clair. Elle va, enfin là, elle a encore un peu, enfin la saison reprend, je crois, mi-avril. Donc forcément, elle va avoir une intersaison un petit peu plus courte que les autres. Là, elle va avoir du mal à reprendre, on va dire, le foncier tout de suite. Mais de toute façon, oui, faut que, oui. Vu ce qu'elle a pris, c'est quand même vraiment impressionnant de la revoir sur une moto, quoi. On va parler aussi des 600, donc 5e Steven Odendal avec 136 points, 4e Jules Cluzel avec 160 points, Philippe Heutel avec 162, 3e, Lucas Mayas 2e avec 229 et Andrea Locatelli 1er avec 333 points. On avait aussi Corentin Perolari sur la 2e moto du GMT qui est 10e. Kevin, je te laisse ouvrir sur évidemment la grosse domination dans cette catégorie. Ouais, clairement, il y a un mec qui a roulé sur tout le monde. Andrea Locatelli, un nombre de victoires complètement fou. Sur toutes les courses, il y en a que 3 où il perd. Ouais. Il finit une fois 4e, une fois il tombe, je suppose, une fois il finit 2, sinon il gagne tout le reste. Je pense que tout championnat confondu, c'est peut-être le mec qui a le plus dominé, à mon avis. Ouais, sur les mondiaux. Ouais. Donc vraiment chapeau à lui. Après, c'est rarement une catégorie qui sort des gros prospects pour venir en Moto 2 ou en Moto GP, mais faut quand même dominer comme il l'a fait, donc chapeau à lui. Ouais, intouchable. Moi j'ai bien aimé la saison de Mayas parce que l'année dernière avec la Kawa c'était pas gagné, c'était pas simple. Il a fait une bonne fin de saison et il est resté sur la trajectoire pour 2020 et il fait 2e. Clairement Locatelli intouchable, donc 2e c'est le mieux qu'on puisse faire, hein, j'aurais tendance à dire. Et puis après Cluzel c'est pas de bol c'est pas de bol. Enfin là pour le coup il y peut rien puisqu'il se fait taper par un autre pilote et qui lui casse le tibia péroné, donc la saison a été vraiment merdique, enfin malchanceuse on va dire. Il partait bien en plus. Hein. Ouais, il était pas mal. Après ça aurait été très très dur de reprendre Locatelli.
Ouais. Ouais. Parce que, mais bon, il y avait la deuxième place au général à jouer et bon, après, voilà, comment dire, la chute qu'il prend. Il peut pas faire grand chose quoi. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Après on a Pierre qui nous a quand même rajouté quelques petits mots bien qu'absent. Il nous a laissé quelques petites piques à glisser à droite à gauche. Donc notamment Kyle Smith donc qui a remplacé Cluzel et qui a fait plusieurs belles courses. Donc on va voir si l'année prochaine il va trouver un guidon ou pas. Alors au niveau des déceptions, je te laisse en glisser 2 mots, Olivier. Ouais, bah on en a parlé déjà un petit peu, mais effectivement, Cluzel, alors est-ce que c'est une déception? Oui et non, parce que d'un côté, c'est comme tu le disais à l'instant, c'est pas vraiment de sa faute s'il a chuté et qu'il s'est pété la jambe. D'un autre côté, ce que disait Kevin aussi, c'est qu'il aurait peut-être pas été capable de rattraper Locatelli. Les courses étaient relativement... Enfin, ça jardinait un peu quand même, hein, sur les premières courses, alors qu'on connaît les ambitions du GMT, on connaissait très bien les ambitions du GMT pour ce championnat. Ça reste, il y a quand même dans ma bouche un petit goût de déception pour cette équipe. Perolari qui lui était censé justement arriver en backup au cas où a pas rempli son rôle du tout. Encore, enfin, je le dis à chaque fois, précaution oratoire indispensable. Ça va sans dire, mais mieux en le disant, il sait conduire une moto. Hein. J'ai déjà roulé avec Perolari sur circuit Carole, il s'est roulé. Il y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, à un niveau mondial comme ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été séparé du GMT. Le GMT est pas là pour être 10e, quoi. Il vise le titre et ça fait déjà quelques temps qu'on le sait. Voilà, alors la bonne recrue pour le GMT, c'est Caricasulo. On va espérer qu'il va aider à remonter le truc, mais ouais, déception globale pour le GMT, quoi. Encore une fois, on connaissait les ambitions, alors c'était aussi une saison assez particulière, hein, il faut le rappeler, mais Locatelli était tellement devant que on se disait, mais même blessé, il serait devant, quoi. Enfin, c'est fou, mais ouais, Bardal en 600 monstrueuse. c'est compliqué, hein. Ouais. Bon, ils ont même fait ouvrir les moteurs, hein. C'est tout dire, hein. Donc bon bah voilà, quoi. Bravo, quoi. Ouais. Au niveau des surprises, moi je voulais quand même parler de Verdoya, donc qui a gagné une course donc en Catalogne, donc sous la pluie. C'était un gros pari de rester en piste alors que tout le monde rentrait pour changer de pneus. Et puis finalement il y a eu drapeau rouge, donc il était premier. Donc alors il y a gros coup de poker. Il faut rester sur ses roues. Il a tenté le coup, ça a marché. Donc bravo à lui. Et ça permet quand même de se montrer, de gagner une course dans une saison où Locatelli en gagne 12. Donc c'est intéressant pour lui de se montrer à ce niveau-là. Après, il va falloir l'année prochaine montrer aussi se montrer un petit peu plus au fil de la saison. Après, on verra ce que ça va donner pour lui, quoi. C'est à souhaiter que ça tourne. Après, Pierre avait quand même pas mal de remarques intéressantes, notamment l'affaire du début de saison, c'est-à-dire qu'elle a été un petit peu étouffée, parce que si on se rappelle bien, donc tout le paddock était parti à Phillip Island. Avant donc le gros confinement lié au Covid, donc c'était avant le mois de mars, et donc pendant le confinement ou avant la reprise donc de la saison en juillet, et MV Agusta a ouvert les moteurs, ce qui a après ils se sont dénoncés auprès de la FIM, ce qui a provoqué donc la démission la démission de Krummenacher, quoi. Donc c'était quand même quelque chose de très surprenant de voir ça, quoi. Bon, après on en reparlera peut-être après au niveau du MotoGP, mais c'était un fait quand même assez intéressant sur le fonctionnement du 600, quoi. Et puis lui trouvait ça cool d'avoir 2 courses par week-end. Alors moi j'ai trouvé que c'était trop, hein. Ouais, c'est trop. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, je l'ai dit ici, je l'ai répété, c'est vrai que vu le relatif manque de moyens du Superbike, à la fois 1000 et 600 sur la diffusion, c'est les courses à suivre. On a l'impression qu'il y avait 2 caméras par circuit. C'était assez dur à suivre.
Pourtant, il y avait du spectacle, hein. Enfin, je veux dire, les mecs roulaient, hein. Il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que sur le côté réel, télévisuel, à défaut de pouvoir y être, c'était limité. Et deux courses à ronfler, c'était dur. Surtout que Locatelli était tout le temps devant, donc on n'a même pas de raison de regarder la course. C'était compliqué. Et justement, ça rejoint aussi une remarque de Pierre, c'est que il faut plus de constructeurs dans la catégorie, ça c'est évident, parce que même si Kawa a fait quand même une bonne saison avec Mayas et son coéquipier, il y a beaucoup trop d'Yamaha devant, quoi. Peut-être que Mash va faire une 600 juste pour pouvoir faire le SSP 600. Ils vont mettre 10 moteurs de 50 à la suite et ça va arriver. Ça va être compliqué. Hein. Non, mais il parle d'une refonte réglementaire du SSP, donc a priori pas pour la saison 2021. Enfin, ça c'est normal parce qu'elle arrive, donc puis c'est le prolongement de la 2020. Mais c'est possible qu'en 2022 il y ait beaucoup de changements avec des cylindrées un petit peu plus disparates. Donc on va voir. Peut-être un peu plus de liberté sur les moteurs aussi. Plus de prépa, liberté parce que sur là les ils sont cylindrées, stock, je crois. Sur les 600, ils sont stock pur quasiment. Non, ils sont pas stock pur. Hein. Non, pas stock pur. Ouais, ils ont le droit de faire des prépas, quoi. Ouais, d'accord. On va parler des 1000 avec les Superbikes. Donc 5e Vandermark avec 223 points, 4e Toprak Razgatlioglu avec 228 points. 3e Chas Davis sur Ducati avec 273 points, les 4e et 5e étaient sur Yamaha. Le 2e c'est Scott Redding avec 305 points sur Ducati et Jonathan Rea sur Kawasaki, premier avec 360 points. Au niveau français, donc base est 8e, Sylvain Barlier 20e, Christophe Ponson 24e et Valentin Debise 27e. Alors, Rea a gagné 11 courses sur 24. Kevin, je te laisse démarrer sur le Superbike. Eh ben ouais, une nouvelle fois, Jonathan Rea intouchable, un peu comme Locatelli, même si la domination est est moindre tout de même. Mais ça fait plusieurs années de suite que le mec est vraiment au-dessus du lot sur cette catégorie. C'est juste le boss, il n'y a pas à se poser de questions. Est-ce que ce serait pas même le boss all-time de cette catégorie? Je pense que ça peut se discuter. Toprak, je l'ai trouvé pas mal, je m'aventurerai pas à prononcer son nom. C'est facile. Mais j'ai trouvé plutôt pas mal, je le connaissais pas en plus. Il est assez jeune, 24 ans, j'ai vu, donc... Est-ce que ça peut le diriger vers du MotoGP ou de la Moto2 à voir, et base avec une moto client que j'ai trouvé pas mal. Ouais, Toprak, je te rejoins parce que il arrive chez Yamaha, avant il était en Kawa client, donc c'est bien parce que Vandermark, pour l'avoir vu en interview, c'est pas un tendre. Et clairement, quand Alex Loves est parti de chez Yam, Vandermark voulait montrer que c'était lui le pilote numéro 1, et Toprak prend le leadership de peu sur la saison, mais le principal c'est d'être devant, quoi, et ça compte. Donc c'est pas mal. Après c'est un petit poulain de l'écurie de Sofoglou, de Kenan Sofoglou, donc c'est lui qui est derrière pour trouver les bons contrats, les bons sponsors. C'est important, et je pense qu'il attendait un petit peu plus encore que cette 4e place. Maintenant ça va être compliqué parce qu'il y a toujours Rea qui est là, et Ducati est quand même très fort. Donc ça va être à Yamaha de pousser pour raccrocher les wagons, quoi, parce qu'il est 4e, mais il est quand même à quasiment 140 points, enfin plus de 130 points du premier, quoi. Donc ça fait quand même un écart important, quoi. Et... Ouais, c'est clair. Il était assez régulier, par contre, je trouve ça pas mal. Ouais. Je vois, il a 2 courses où il a fait un did not start. Après 2 chutes, mais sinon 3 victoires, 3 deuxième places, 3 troisième places. Donc c'est pour un pilote de son âge, c'est plutôt pas mal. Comme tu le dis, si Yamaha arrive à se mettre au niveau, il n'y a pas de raison pour qu'il puisse pas jouer un peu mieux que ça, quoi. Ouais. Après, c'est une catégorie intéressante dans le sens où Ducati depuis 2 ans, ils s'investissent beaucoup pour aller chercher la gagne. Et puis Kawa est toujours aussi fort, Enfin, Kawasaki et Rea sont toujours intouchables, donc mine de rien c'est intéressant, ça fait un championnat intéressant, des courses aussi. Là il y en a 3 par week-end, donc c'est encore plus intéressant, on va dire. Redding, au total, au final, il fait une bonne saison. Ça manque un petit peu de régularité pour rivaliser, quoi. 2e au général.
L'intérêt, c'est quand même qu'il n'y a pas eu l'écroulement qu'on a pu voir l'an dernier avec Bautista, où Bautista avait largement dominé la demi-saison, et puis après, plus rien, plus du tout. Et comme tu l'as dit, une très belle saison de base, quand même 4 podiums sur une IAM client, c'est-à-dire qu'il est même pas en junior team, il est vraiment sur une IAM client, donc c'est pas rien. Et c'est dommage qu'il ait pas de guidon pour l'année prochaine encore, qu'il soit annoncé, et ça m'étonne beaucoup. Parce qu'il est quand même devant Bautista qui est sur une officielle Honda qui avait investi beaucoup pour revenir dans la catégorie très fort, surtout en allant chercher aussi Bautista, ancien pilote MotoGP, etc. Et puis 8ème au général, c'est pas top quoi. C'est très clair. très loin quoi. Moi j'avais lu qu'à une époque il avait mis le Moto2 complètement de côté parce que c'était pas adapté à sa taille et son poids. À l'époque où c'était encore les blocs 600, est-ce que maintenant qu'ils sont passés sur le bloc 765 de Triumph avec plus de puissance et plus de couple, est-ce que ce serait pas envisageable pour lui? Parce que je pense qu'il a, qu'il a le niveau pour le Moto2. Non, Baz il a le niveau pour le MotoGP. Hein. Quand il y était sur la Vintia avec des GP 14.2, il était, il réussissait à être pas très loin du top 10 quoi. Ouais, non, il a fait des bonnes saisons en MotoGP. Après, je me demande si vaut pas mieux aller jouer un top 5 au classement général en Moto2 ou en Superbike plutôt qu'un ventre mou de classement en MotoGP, parce qu'il aura jamais une top moto pour lui permettre de jouer des podiums tous les week-ends quoi. Après, ça va revenir un petit peu sur un point que tu as mis un petit peu plus loin. Maintenant, il y a beaucoup moins de ponts qui se font dans la montée, c'est-à-dire du Superbike vers le MotoGP. Ouais. Ça s'est fait du temps de Spieth, ça s'est fait du temps de Crutchlow. Donc là, on parle quand même de pilotes qui sont arrivés en MotoGP il y a une dizaine d'années. Je crois Spieth, c'était il y a 10 ans maintenant quasiment. 2009 ou 2010. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a 10 ans. Maintenant, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est les anciens pilotes MotoGP qui descendent en Superbike. Maintenant, le SSP et le SBK, c'est plus des tremplins pour arriver en MotoGP quoi. Puis on voit qu'il y a plus de place, on voit que ça pousse en Moto2. Les 3 championnats du monde, là, 3, 2 et GP, il y a vraiment du monde, il y a vraiment des talents. Pourquoi ils s'embêteraient à aller chercher dans Superbike alors que tout le monde est sur place? Ça explique peut-être aussi le fait qu'il y ait moins de montées qu'avant. Je sais pas, mais je pose la question. Il y a de ça, les gars, ils en discutent le week-end, c'est sûr, hein, ils sont sur place, comme tu dis. Hein. En termes d'âge, en Superbike aussi, ils sont tous un peu plus âgés, ils sont tous 25-28 ans minimum, alors que en Moto2, les mecs, ils ont une marge de progression qui est beaucoup plus belle qu'un mec en Superbike, il est à son plafond quasiment, quoi. Et même en GP, ça se rajeunit vachement, hein, c'est cyclique. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, les pilotes en Superbike, ils ont plutôt une carrière qui va s'orienter aussi sur l'endurance quand ils vont arriver au-delà de la trentaine, type Randy Depugnet ou d'autres. Hein. J'ai que lui qui me vient en tête directement. Mais puis surtout, ils connaissent déjà les marques et les motos sont assez similaires. Les motos d'endurance, elles sont assez proches de ce qu'il peut y avoir en Superbike. Elles sont plus proches que du MotoGP. Et puis je pense que pour un team d'endurance, aller chercher un Johnny Ray en retraite encore mieux, mais un Van der Mark, un Baz ou un Bautista, c'est top du top. Ils signent dès demain, les mecs. Ouais, Baz, il fait encore. Quand tu vois le chantier que fait Depugnet, si un team d'endurance arrive à signer Bautista, ils vont être refaits. Hein. Je pense. Hein. Ouais, je suis pas sûr que Bautista il veut aller en endurance. Non, mais quand tu auras plus ça, il va prendre, hein, parce que vu la saison qu'il a fait. Ah, mais ça, maintenant il est chez Honda, il est bien. Ah de toute façon, voilà. Enfin, à mon avis, le pépère, c'est comme ça, quoi. Après, pour reprendre une des remarques de Pierre, hein, qui finit bien la saison, donc Chaz Davies qui finit bien la saison, qui va s'arrêter donc avec les officiels Ducati, qui va être remplacé par Rinaldi, donc qui est un très très bon pilote sur la Ducati Satellite, donc qui a fait une très très belle saison, qui va prendre son guidon. Et c'est pareil, Chaz Davies, on en a parlé un tout petit peu chez Aprilia. Et ça s'est pas fait. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera du MotoGP. Moi j'aurais bien voulu voir Chaz Davies en MotoGP, quoi, pour voir ce que ça donne. Bon, même si c'était une Aprilia, hein, mais
Après, je pense que c'était pas un choix d'avenir pour Aprilia, mais... Ah bah non. Non, mais au moins ça permettait de voir ce que valait un pilote Superbike qui est quand même 3ème au championnat du monde, donc c'est pas mal. Ouais. C'est sur une Aprilia, donc qui est pas la top moto du plateau, mais c'était un moyen de voir, quoi. Parce que le dernier qu'on a vu à peu près faire l'ascenseur sur une Aprilia, c'était Marco Melandri, et clairement c'est pas représentatif, quoi. Non, c'est sûr. Au niveau des déceptions, tu voulais parler de Bautista, évidemment. Ouais, parce que comme tu l'as dit, l'année qu'il fait l'année dernière, il fait un début de saison tonitruant. Je me souviens sur la Ducati, c'était incroyable et il s'est complètement effondré. Donc après, bon, forcément, il a changé de moto et tout, mais on se disait de toute façon, c'est un talentueux. Il a toujours joué des places intéressantes, que ce soit en MotoGP ou même dans les petites catégories avant. Donc je m'attendais à ce qu'il soit là, à ce que son talent suffise à surpasser les éventuelles faiblesses de la moto, et puis pas du tout. Il finit 9ème au championnat avec un podium. C'est vraiment pas top. Moi, je suis assez déçu. Ouais, c'est pauvre, hein. C'est loin du compte, hein. Par rapport à ce qu'il avait montré l'année dernière, après qu'il soit pas au même niveau parce que la moto est pas aussi bien, ça tout le monde peut l'entendre, mais de là à perdre cette place au classement général, c'est un peu beaucoup, quoi. Ouais, moi l'autre déception que j'ai vue aussi, c'est Alex Loves, hein, qui était pas mal sur la Yamaha, qui prend la Kawa du champion du monde, hein, en tant que coéquipier. Je penserais qu'il serait capable justement d'aller chercher un petit peu Réa. 4 podiums, c'est pas beaucoup, hein. Pour le coéquipier du champion du monde, c'est vraiment loin. On va voir ce que ça va donner sur la prochaine saison, mais c'est pareil, hein, faudrait que ça tartine un peu plus, mais bon, on verra bien. C'est un Loves, hein, donc on verra bien. Après, Pierre, il y a une autre déception pour lui, c'est les décisions des commissaires de piste. Alors oui, il y a eu un crash Sykes Mercado qui était complètement incroyable, et il n'y a pas eu de décision de commission des commissaires de piste, donc c'était assez compliqué. On en reparlera aussi, je pense, en MotoGP, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce point-là aussi. Et sur les surprises, tu voulais nous parler de Folger un petit peu? Ouais, alors je me suis un peu trompé, je voulais mettre en déception plutôt qu'en surprise, parce que moi j'aurais bien aimé le voir plus. C'est un mec qui a disparu après une année vraiment pas mal sur la Tech 3. Il disparaît parce que dans des circonstances un peu troubles, on sait pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé, des problèmes de santé, je pense. Il est remplacé par Ciarine la deuxième saison, parce que en intersaison, justement, peu de temps avant les essais de Sepang, les essais d'intersaison, il annonce qu'il est pas bien au niveau physique, et donc il participera pas à la saison. Ouais, je me souviens d'un truc un peu comme ça, alors qu'il avait fait une course, je me souviens, au Saxon Ring, il s'était battu avec Marquez et tout, enfin, il était vraiment prometteur. Après qu'il quitte le MotoGP parce qu'il y a des problèmes de santé, dommage. Et j'aurais bien aimé le revoir en Superbike quand il avait réglé ses problèmes. Je m'étais dit, quand il va revenir, ça va être assez intéressant. Et on l'a pas assez vu, alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Il a fait une wildcard. Ouais, il a fait une wildcard justement pour voir où il se positionnait sur le plateau. Et il a fait aussi quelques wildcards aussi en French Superbike, notamment à Manicourt, pour préparer sa wildcard en mondial. Alors, je sais pas ce qu'il a fait en French Superbike, et sans enlever tout le respect que j'ai à ces mecs qui sont en French Superbike, qui sont 1000 fois meilleurs que moi, je pense que quand il y a Jonas Folger qui arrive, à mon avis, il doit tous leur tourner autour, quoi. Et pas tant que ça. Il a pas été, tu vois, il les a pas pliés, quoi. Donc il y a un petit peu de déception, quoi. Mais après, ça peut être le moyen de reprendre contact avec la compé, et puis de se repréparer, de faire une intersaison de préparation correcte, et puis de repartir propre l'année prochaine, quoi. Donc à voir. Il a déjà 27, donc bon, c'est pas très très vieux encore, mais faut se remettre en route rapidement s'il veut continuer à avoir une carrière intéressante, quoi. Ouais. Tu voulais qu'on parle justement de la partie tremplin vers le MotoGP, tu veux en rajouter ou non, t'as bien dit ce que moi je constatais depuis quelques années, ça se fait plus trop, c'est plus une maison de retraite qu'un tremplin maintenant, j'ai l'impression. Alors une maison de retraite plus hein, parce qu'il y a quand même des noms assez sympas, et il y a de la bagarre, mais effectivement la passerelle se fait plus que dans un sens. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Et après, tu vois, t'as parlé de Toprak. Clairement, Toprak, il est jeune, mais moi, je pense
ça va être compliqué pour lui de trouver un tremplin pour monter en MotoGP, quoi. Maintenant, les pilotes qui ont engagé la carrière, tu vois, en SSP 300, en SSP 600, voilà, ils vont faire du Superbike et ça va être quasiment impossible de repartir en MotoGP, de repartir sur l'autre mondial, hein, à mon avis. C'est déjà très bien de faire une carrière en Superbike ou Super Sport, mais je pense que quand t'es pilote de moto professionnel et que tu vois que la porte du MotoGP va jamais s'ouvrir, ça doit être un peu dur à encaisser, quoi. Je pense. Ouais, les places sont tellement chères. Ouais. Je pense que c'est il doit y en avoir certains qui ont ça en tête dès le départ et qui du coup se préparent. Et effectivement, mais ils doivent pas être nombreux à être finalement très déçus de pas arriver en GP, hein, parce que généralement ceux qui veulent vraiment, y arriver et qui construisent leur carrière autour de la MotoGP, ils finissent par y arriver, hein. Enfin, tu vois, Quartararo, s'il commence par le championnat espagnol, c'est pas par hasard, hein. Enfin, c'est qu'il vise le GP. Quand tu t'inscris, mais quand t'es pris en mondial Superbike, c'est vrai que là tu te dis c'est peut-être râpé, quoi. Il y a quelque chose dans ta carrière qui a peut-être fait que tu verras jamais le MotoGP, mais à mon avis tu le sais assez tôt relativement, hein. Parce que tu passes pas par le 3, le 2, et tu passes en 1000 sur les catégories en dessous. Enfin, c'est pas sur les catégories en dessous, mais sur les championnats sur en le dessous. World Superbike, Ouais, encore une fois, ceux qui veulent y arriver, alors ils doivent pas être nombreux, parce que c'est comme accéder à la F1 pour un bagnoleux qui roule, hein. Enfin, c'est con, mais Ouais, donc le choix de filière pour toi il se fait à 12 ans entre le Red Bull Rookies Cup et ton championnat SBK national, en franchement, fait. Ouais, je pense que oui. Et puis après il y a les questions d'opportunités. Oui, il y a les opportunités, budget, moyens. Ça c'est vrai dans toutes les vies professionnelles en général, hein. Enfin, les questions de chance, être là au bon moment, au bon endroit, prendre la place d'un mec qui s'est blessé. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais à mon avis, les parents des gamins ou à 10-12 ans, c'est lui, il sera MotoGP ou pas, mais c'est quelque chose que tu vises à 15 ans à l'avance, hein, je pense. Les places sont tellement chères, je veux dire, en GP. Puis il faut concrétiser. Et même après, en 3, maintenant, en 2, en 3, t'as vu, enfin, il y a une telle quantité de talent, beaucoup d'Espagnols, hélas, pas beaucoup de Français, mais on va en avoir un l'année prochaine. Ouais. Non, puis après il y a des mecs qui font des super carrières en Superbike et Super Sport, il y a pas à dire là-dessus. Puis vaut-il mieux avoir la carrière de Jonathan Rea que celle de Karel Abraham? Je pense que la question est vite répondue, tu vois, genre. Non, c'est clair. Donc c'est clair. Enfin, après ça dépend ce que tu recherches. Les premiers championnats, les premières courses tout petits, tu te dis là ce sera pas GP, ce sera plutôt Superbike, ou ce sera plutôt l'endurance, ou ce sera plutôt, même s'il y a des ponts, encore une fois, mais les ponts sont de plus en plus compliqués, hein. Ouais. On va passer au gros de l'épisode, hein, quand même, parce que mine de rien, là on a fait 3 catégories, et on va passer au MotoGP. Donc 5e au championnat du monde, Pol Espargaro avec 135 points, à égalité avec Andrea Dovizioso, 135 points également. 3e, Alex Rins sur Suzuki, 139 points. 2e, Franco Morbidelli avec 158 points. Et champion du monde, Joan Mir, 171 points. Alors les différents vainqueurs dans l'année. Donc Petrucci en a gagné une, tout comme Binder, Viñales, Dovizioso, Rins et Mir. Mir qui fait quand même 7 podiums. Et Oliveira en a gagné 2. Et oui, les deux pilotes Petronas, donc Morbidelli et Quartararo, en ont gagné 3 chacun. Le rookie de l'année, donc c'est Brad Binder avec 87 points. 11e au général. Kevin, je te laisse ouvrir avec les points forts de la saison. Pour toi. Et ben moi c'est une année que j'ai vraiment pas mal appréciée. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était pas le cas de tout le monde. Il y a pas mal de gens qui avaient un petit goût amer sur cette saison. Moi je comprends l'absence de Marquez a vraiment quand même biaisé un peu la chose, sans vouloir rien enlever à Mir ou aux autres. Mais moi c'est une saison que j'ai trouvée intéressante, avec beaucoup de nouveaux vainqueurs, des vainqueurs inédits, des vainqueurs différents comme tu viens de le dire, de la bagarre en course, de la bagarre. Alors même si c'est pas de la bagarre directe. À chaque fois on avait des samedis intéressants et tout, j'ai trouvé ça, moi globalement j'ai trouvé que la saison était bien, et surtout les KTM enfin au niveau, ça c'est gros point fort, qui est une nouvelle marque qui viennent pouvoir jouer la victoire à chaque week-end, ça c'est vraiment cool. Mais si je devais retenir un truc, au-delà effectivement qu'on a beaucoup de
vainqueurs différents et la saison était vraiment plaisante à regarder. D'autant qu'on avait globalement que ça à faire pendant le confinement et pendant cette année assez particulière. Moi, ce que je retiendrai, c'est la montée en puissance de Suzuki qui... le retour en GP n'était pas gagné il y a quelques temps et là, ils ont vraiment fait une saison pleine ils ont appris de leurs erreurs, on les a pas entendus trop au début et puis ils finissent par gagner le championnat avec un Rins qui était à 2 doigts de faire la 2e place. Donc franchement, moi c'est ça que je retiens clairement de cette saison. Ouais. Magnifique saison de Suzuki. Après, il y aurait 1 million d'autres trucs à dire évidemment. C'est pas le seul point intéressant de cette saison, mais c'est en tout cas le point que je retiens. Ouais. Ouais, je voulais surtout parler des Frenchies, notamment Quartararo. Donc, je pense qu'on attendait tous une victoire cette année avant de passer en officiel Yamaha, donc pour 2021, où il en a gagné 3. Après, donc rien que pour ça, c'est une très très grosse satisfaction. La fin de saison a été beaucoup plus mitigée. Je dirais pas qu'elle est à oublier, mais faut travailler là-dessus. Après. La saison a été compliquée pour tout le monde et là la fin de saison de Quartararo elle était vraiment la tête dans le cul, donc je trouve que c'est un petit peu dommage pour ça, mais voilà, pour une 2e saison 3 victoires c'est bien. Après quand on loupe une course faut pas finir 16e quoi, là ça va être compliqué, mais ça c'est un travail d'équipe qui devra être fait pour les années prochaines. Et puis Tech 3, moi je voulais en parler dans une grosse satisfaction de la saison, parce qu'ils avaient jamais gagné une course, ils en gagnent 2 avec Oliveira cette année en MotoGP, j'entends, ils avaient jamais gagné en MotoGP, et c'est une très belle récompense pour l'équipe, pour une équipe satellite qui récupère un équipement KTM pour la 2e saison, 2 victoires, dont une au Portugal où Oliveira survole le plateau de manière insolente. Et je trouve que c'est très très bien pour toute l'équipe. Et puis ouais, un championnat resserré. Après, c'est un petit peu faussé dans le sens où si tu regardes la moyenne des points, c'est très très faible. C'est-à-dire que certaines saisons, avec ce nombre de points par Grand Prix, tu fais 4e, tu fais pas champion du monde. Donc c'est une saison assez particulière pour ça. Mais après les points faut les marquer quand même, donc c'est pas simple. Et puis ouais, la saison de Mir elle est belle quoi, elle est belle. Il fait quand même assez régulier toute la saison. Qui part pas très bien en plus, 2 abandons sur les 3 premières courses. On le voit pas trop venir et puis d'un coup il fait podium. Il finit par en gagner une même. Après, pour revenir à ce que tu disais sur les moyennes de points, je pense que on a eu du suspense parce que le niveau s'est rapproché, mais je me demande si c'est pas il a pas été nivelé par le bas en fait. C'est ça, ouais. Avec l'absence de Marquez. Je pense que s'il avait été là, on a un peu oublié parce qu'on a l'impression qu'il s'est blessé il y a 7 ans. Mais je pense que s'il avait été là, ça aurait vraiment pas dansé, quoi. Et puis même hors chute, imaginons, faisons un peu de fiction, Marquez chute pas. Il aura chuté 2 courses après, parce que quand tu vois comment il galérait à revenir, il a fait le forcing, il a réussi à revenir, mais quand tu vois, alors surtout que les saisons d'avant, il était tellement dominateur qu'on avait l'impression qu'il avait même pas besoin de forcer pour gagner. Là, la première course de 2020, tu voyais bien que il arrivait le couteau entre les dents, il était un petit peu tendu, c'est pour ça qu'il chute 2 fois d'ailleurs. Une fois en tout cas une fois il passe dans le bac à gravier, c'est sans gravité, il rattrape un coup de l'avant aussi comme par magie. Et puis quelques tours après, il se blesse fortement, mais c'est lié aussi au paddock au global qui a un niveau incroyable. Ouais, effectivement, il a peut-être un peu trop poussé. Après, je pense qu'on se rend pas trop compte, mais la performance qu'il fait sur la course là, c'est juste complètement stratosphérique quoi. C'est du Marquez. Ouais, voilà. À part lui et Rossi, j'ai pas de souvenir de mecs qui ont fait ça à un moment donné, se retrouver 15e et remonter tous les mecs un par un pour se retrouver 2e. C'est complètement fou quoi. C'est vraiment la preuve que il fait pas le même sport que les autres quoi. Après on va voir justement quand il va revenir et à quel niveau quoi. Ça va être encore la grosse inconnue. On va
parler des petites remarques de Pierre, parce qu'il y en a une qui est assez intéressante, donc notamment KTM progression intéressante. Donc lui, il a passé Nakagami et Alex Marquez dans les bonnes surprises, enfin dans les points forts. Ouais. Moi, ça m'étonne un petit peu, parce que j'en parlerai un peu plus dans le chapitre suivant des déceptions, mais j'ai du mal à voir Alex Marquez comme un point fort. Oui, il nous a fait une belle une ou deux belles courses, mais Ouais. c'est vrai qu'en point fort, il a pas joué le championnat, quoi. Enfin, en même temps, on ne Non, l'attendait mais pas à il ce allait niveau, pas c'est jouer le sûr. championnat, Oui, mais moi je l'attendais pour être rookie de l'année, quoi. oui. Quand t'arrives au HRC, t'es rookie, tu dois jouer le rookie de l'année. Et là, il finit 14e entre Zarco et Rossi. Sur la longueur de la saison, il montre une belle progression. Oui, Il a mis du temps c'est vrai. à s'y mettre, donc ça augure peut-être de belles choses pour les prochaines années, mais effectivement, je l'aurais pas mis en point fort non plus, quoi. Mm. Par contre, Ouais. Nakagami, je suis d'accord avec lui, belle surprise pour moi, je l'ai pas vu venir et on en parlera au niveau des surprises, mais Ouais. c'est une belle saison, je trouve. Puis surtout, il annonce Binder titré d'ici 4 ans, donc ça fait dommage qu'il soit pas là. Ah ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Pierre, faut vraiment que tu m'expliques là, parce que là, ça Binder titré dans les 4 ans, enfin, s'il est sûr, au lieu il y a pas mal de gens qui investissent dans du Bitcoin en ce moment. Si t'es sûr, mets de l'argent là-dessus, ça va rapporter encore plus, je crois. Là, c'est clair. Parce que c'est pas comme si Marquez avait 35 ans, ni Rins Semir, quoi, tu vois. Donc, puis surtout, il a une KTM. Mais il a pas dit sur quelle moto, hein. C'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'y crois pas trop à Binder. T'y crois pas trop à Binder? Moi, je pense Non. que il peut se rapprocher du top 5 dans un avenir assez proche, parce qu'il fait, pour un rookie, il faut une bonne saison sur une KTM qui est quand même Ah, c'est sûr. au début de l'année, c'est une moto qui est quand même un peu spéciale, quoi. Et bon, il arrive à faire quelque chose quand même. Faut voir. C'est sûr, moi je suis d'accord, il m'a assez surpris. Moi, Binder, c'est un mec que j'attends jamais. Même quand il était en Moto 2, j'étais surpris Ouais. de le voir fort. Parce qu'il fait pas trop de bruit, mais par contre, il est très très performant. Mm. Donc à chaque fois, je me dis, ouais, bon, Binder, bof, au final, il est bon. Donc ça se trouve, c'est moi qui suis complètement dans le faux et il va tout casser dans 3 ans, hein, pourquoi pas. Mais j'ai un peu du mal à y croire, je le trouve pas flamboyant non plus, quoi. Bon, on verra. De toute façon, puis Pierre aura l'occasion de Se justifier. Ouais, justifier, c'est pas le mot, mais d'en dire un peu plus. De toute façon, il Ouais. y a pas de souci. Au niveau des déceptions, alors là, il y a le catalogue, là. Ouais. Pourtant, la saison était belle, mais du coup, fatalement, il y a des déceptions. Ouais. Vas-y, Kevin. Bah moi, ma déception principale, c'est Vignales. Sérieux, j'en peux plus. J'ai encore trouvé des gens qui ont le moyen de le défendre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Il est là depuis 2017. Il fait un début de saison en 2017 quand il est transfuge de la Suzuki vers la Yamaha, incroyable. J'étais dans les tribunes au Mans quand il se fait la grosse bagarre avec Rossi. Il était vraiment fort. On se dit, bah il va réussir à gêner Marc Marquez et tout, et depuis c'est le néant absolu ou presque. Il est censé être la figure de proue d'Yamaha, mais on le voit pas. Alors il y a des gens, on entend oui, mais il est toujours mieux que Rossi. Ben encore heureux qu'il soit meilleur qu'un mec qui a 41 ans, qui a 25 championnats dans les pattes et qu'en plus a le Covid. Donc encore heureux clair. qu'il soit meilleur que lui, quoi. Mais en plus il gagne une course sur un malentendu à Misano sur une chute de Oui. Bagnaia, on va en reparler. Et après en conférence de presse il dit oui, c'est pour tous ceux qui croyaient plus en moi. Mais putain, enfin moi vraiment je le trouve dramatique. Et je pense qu'il va falloir qu'il se ressaisisse très très rapidement parce que par rapport à Quartararo, il y a pas photo à mon avis. Quartararo est au-dessus et Morbidelli pousse très très fort. S'il se ressaisit pas, il va sauter. Alors moi déjà j'aurais pas signé, hein. Sérieux. Ah non mais enfin pas aussi longtemps ou sur Pas un an aussitôt, mais pas deux. pas Quoi. aussitôt quoi. Je pense qu'il a un mental très très friable. Si tout est pas en ligne, il peut pas y arriver quoi. Mais Ça fait 3 ans qu'il a les mêmes problèmes il est très très lent au départ de chaque course et ensuite il se met en rythme mais sur les dernières courses, sur les derniers tours de la course, il est rapide comme une balle et ça fait 3 ans qu'il a ce problème, 3 ans que personne trouve un moyen de le régler. Donc, Et encore, parce que cette saison, on a vu quelques courses où il est bien, il réussit à être bien dans la première moitié de la course, il se fait doubler une fois, et quand il se fait doubler une fois, il se fait doubler 5 fois. c'est exactement ça. À Aragon, il a fait ça, on n'a pas compris. C'est complètement fou. Enfin, surtout qu'il lui aussi il s'est roulé. Enfin, et puis c'est un prétendant au championnat en l'absence de Marquez, et effectivement,
La gestion mentale de ces courses est assez effarante pour ce Bah, c'est niveau. le yo-yo, hein. Ouais. Ouais, moi je pense que pour un mec qui est censé être le pilote numéro 1 de Yamaha, c'est vraiment la honte presque quoi. Enfin moi cette année c'était ou pour Dovi ou pour Vignales, on se disait bah il y en a un des deux qui va être déçu parce qu'ils auront eu que un créneau pour profiter de l'absence de Marquez, ils vont être déçus tous les deux. Ah, tu voulais enchaîner sur Dovi aussi en déception? Dovi, alors j'avais promis à Pierre que je serais pas trop méchant avec Dovi, mais moi je l'aime beaucoup et il m'a fait plus de la peine qu'il m'a déçu parce que j'avais plus envie de lui faire un câlin que de lui tirer dessus parce que honnêtement il faisait tout ce qu'il pouvait mais c'était trop compliqué, il y arrive pas et ça fait de la peine de le voir partir, mais est-ce que ce serait pas le bon moment aussi c'est la question à se poser parce ça a été compliqué l'année sur la Ducati. Bah, c'est ça qui est bizarre, c'est que les années dernières, quand ça allait pas pour lui, il réussissait quand même à faire une 5e ou une 6e place. Et là, quand ça allait pas, bah, c'était beaucoup plus loin. Et quand ça allait, bon, il en a gagné une quand même, mais il avait vraiment du mal à jouer régulièrement le podium. Et c'est ça qui était dommage. Après, quand même, les aternoiements autour de la signature de la prolongation. Ça met pas dans des bonnes conditions pour courir. Je pense que Ducati, il y a une gestion d'équipe cette année qui a été pas très bonne, meilleure que d'autres, hein, mais elle a été pas très bonne et donc du coup ça a mis tout le monde un petit peu la tête dans le sac. Dovi le premier, c'est dommage. Une espèce de bif avec Petrucci quand il le gêne en qualif et tout, ça c'est pareil, c'est pas des choses qui sont de bon augure pour pouvoir gérer un championnat quoi. Surtout avec l'expérience du gars, quoi. Enfin, c'est ça qui est d'autant plus étrange à voir. Je pense qu'il est pas facile à gérer aussi. Hein. À mon avis, ouais. Oh, ça doit pas être le pire. Hein. Non, ça doit pas être le pire. Ça doit pas être le pire, mais à mon avis, il est pas aussi simple. Je pense que c'est un sympa, mais je pense qu'il a un ego assez. C'est un Italien, hein, oui. Ouais, alors déjà premièrement. Et il roule sur une Ducati en plus. Mais je pense qu'il est pas aussi facile qu'il ne laisse paraître à travers la télé en fait. Je pense. Après, je pense que l'épisode Lorenzo, le passage de Lorenzo chez Ducati a pas mal brouillé les cartes à ce niveau-là, parce que du temps où il était chez Tech 3, l'équipe, Poncharal, en disait énormément de bien, comme quoi il était hyper méticuleux, etc., etc. Je dis pas qu'il a changé, mais depuis effectivement le passage de Lorenzo, c'est un petit peu différent dans les relations avec la presse et avec l'extérieur. Mais je pense pas qu'il soit difficile à gérer. Après, de toute façon, Lorenzo, il laisse que des chantiers en ruine quand il passe derrière lui, on a l'impression. Et en plus, Tech 3, t'as l'impression qu'en fait c'est eux qui font que les gens sont sympas parce que tous les mecs qui sont passés chez eux, c'est ça s'est toujours très bien passé. Poncharal, il a jamais craché sur un pilote. Exactement. Et alors que, tu vois, là c'est le cas de Dovi, et Dovi, il a toujours eu des critiques plutôt dithyrambiques de la part de ses patrons, et là chez Ducati, limite on le jette par la fenêtre et D'Aligna limite parle mal de lui, donc c'est peut-être Ducati qui gère mal les pilotes plutôt que les pilotes sont difficiles à gérer, c'est possible. Ouais, il y a de ça, c'est possible. Tu voulais aussi glisser un petit mot sur Miller ? Ouais, Miller, alors c'est pareil, moi il me déçoit. Alors il a pas eu de chance, c'est sûr. Il se fait pousser, il a la moto qui casse et tout, mais c'est vraiment pas de bon augure, je trouve, ses performances pour un futur pilote officiel Ducati. Je lui souhaite vraiment qu'il me fasse mentir, parce que c'est un pilote que j'aime beaucoup, comme tout le monde, il est vraiment ultra sympathique. J'adore ses départs tonitruants, j'adore le voir piloter sous la pluie et tout. Mais j'ai l'impression que son plafond est un peu plus bas que celui des autres et que ça va l'empêcher de... Je le vois jamais jouer le titre, en fait, sur une année, en fait. Sur la longueur. Ouais. Trop en dents de scie. Ouais. Et en déception, du coup, j'enchaîne. Rins, moi, c'est un de mes pilotes préférés. C'est un des mecs les plus rapides, je pense, du plateau aujourd'hui. Et il a montré que de toute façon, il arrive à finir quasiment deuxième du championnat, alors que il se blesse au début sur la première course. Ensuite, il a un peu de mal à revenir. Il revient, mais il n'est pas vraiment à 100%. Et ensuite, il a 2 chutes qui vont vraiment être préjudiciables en Autriche et au Mans où il jouait la victoire à chaque fois. Je pense que c'est un mec d'avenir. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, sa saison me déçoit un peu, mais lui globalement non. Ouais, 3e au championnat,
c'est bien quand même. Ah oui, Mais, non, c'est bien. Ouais, s'il avait été un petit peu plus régulier, bon, bah, ça aurait payé, quoi. Ça aurait pu être encore mieux. Ouais. Olivier, je te passe la main sur les déceptions, et là, tu vas élargir un petit peu le Ouais. champ des bleus. Oui, ouais. Alors sur Vinales, j'en rajoute pas, mais plus généralement, je voulais parler de Yamaha, enfin de l'écurie en tant que telle. Je trouve qu'elle a pas réussi à gérer suffisamment les déceptions de Vinales sur le début de la saison. Rossi encore là, mais sur une moto peu performante qu'il avait l'air de pas aimer du tout. Mais même Vinales, de temps en temps, on sentait qu'il l'aimait pas, cette Yam 2020, et je m'inquiète un peu pour Quartararo l'année prochaine. Du coup, j'espère que ça se passera mieux pour Yam l'année prochaine. Quand tu vois la perf de Morbi sur la Yam de l'année d'avant, après on en parle assez régulièrement ici, hein, de la différence de perf entre la Yam N-1 et la Yam N de l'année N. C'est souvent celle de N-1 qui marche mieux que celle de N, donc il va falloir peut-être qu'ils trouvent la solution, parce que ouais, là je comprends pas. Il y a eu toute la bisbille autour du Covid aussi, avec Rossi autour de Yam. Enfin voilà, Yam compliqué. Et même sur la perf de la meule, c'est une déception aussi, parce que on les voyait vraiment jouer le titre de très loin, et au-delà après des courses des pilotes d'un point de vue individuel, la moto, je trouve qu'elle était pas assez au-dessus pour pallier à tout ça au cas où ça foire. Voilà, je parle même pas d'Honda, mais sur Yam, ouais, grosse déception. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Yamaha en général, déception, ouais. Moi, je suis d'accord, et à mon avis, je pense que il faudrait faire le ménage chez Yamaha, mais en haut, en fait. Enfin, je pense qu'il faudrait faire quelque chose, notamment, je pense à Lynn Jarvis. Faudrait peut-être étudier la possibilité de virer le monsieur. Voilà. Parce que il est là depuis assez longtemps. J'arrive pas à trouver depuis combien de temps il est là, mais je pense Ah, mais il est depuis longtemps. Il est là depuis longtemps, Ouais. et depuis qu'il est là, c'est un peu compliqué. Enfin, comme tu l'as dit, Vignales et Rossi passent leur temps à se plaindre de la moto. Alors on commence à se dire ouais, mais ils se plaignent tout le temps. Bah ouais, mais s'ils se plaignent tout le temps, c'est peut-être parce que Rossi il a réussi à faire gagner des motos qui étaient vraiment pas parties pour gagner. Des enclumes, Et ouais. voilà, là ça fait 5 ou 6 ans qu'il dit que depuis qu'il est revenu presque la Yamaha c'est trop compliqué. Donc moi je pense qu'il faut faire un ménage en haut chez Yamaha. D'autant une moto qui est censée être facile à piloter, enfin par rapport aux autres. Mais elle l'est, hein, parce qu'il gagne quand même 6 courses, Ouais. 7 avec, 7, ouais. avec la victoire de Vignales. Donc c'est une moto qui est performante, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir un pilote de tête qui prenne des décisions claires dans le développement sans complètement tout péter sur la moto. Et c'est le problème, c'est qu'ils veulent faire plaisir à Vignales et à Quartararo sans que Rossi fasse la gueule. Et donc là, t'y arrives pas. Clairement, t'y arrives pas. Ouais, ce qui était intéressant aussi cette saison, c'est que tous les circuits qu'on disait Yamaha file, ça c'était beaucoup moins visible cette saison que la saison précédente. La saison précédente, vraiment, on avait vu des circuits très sinueux en se disant bah là c'est Yamaha qui va gagner. Bah en fait là cette année c'était un peu plus compliqué. Ouais, et en plus clairement je pense qu'ils ont un problème de réglage sur la moto parce que les pilotes ont du mal à la mettre au point, on a l'impression. Donc c'est compliqué, et est-ce qu'il faudrait pas faire un peu comme Honda, alors pas le pousser moins à l'extrême, c'est-à-dire de choisir un pilote et comme tu le disais développer la moto pour ce mec en se disant bah les autres feront un peu comme ils peuvent, alors, pas autant à l'extrême que Honda l'a fait avec Marquez, mais le problème c'est que quand le seul pilote que t'as pour faire ça c'est Vignales, bah t'as pas envie quoi. Bah c'est surtout que j'ai pas l'impression que Vignales n'ait une vision claire de ce qu'il veut faire. Ouais, je suis sûr, je suis sûr il a un retour technique dégueulasse, il doit rentrer au stand et dire la moto elle est pas bien. Mais comment tu veux travailler avec ça quoi. Et c'est là où ça rejoint ta remarque, Olivier, c'est que effectivement la N-1 a toujours été peut-être qu'ils ont moins de choses à tester, peut-être c'est ce que disait Rossi quand Zarco faisait des bonnes perfs chez Tech 3, il disait bah ouais mais lui il a moins de choses à tester, il a moins de ceci, il a moins de cela, nous on a plein de trucs à essayer.
Et bah on en revient de toute façon au problème de départ, c'est-à-dire que une écurie officielle, ça doit pas être une écurie de test. Ouais, non, Ils c'est doivent clair. consolider ce qui a été plus ou moins décidé ou testé par des pilotes essayeurs justement. Mais là, les pilotes essayeurs, c'est eux. Et donc bah forcément, bah C'est t'as pas pas tes possible. week-ends à ça quoi. Tu passes pas tes week-ends à ça quoi. T'as pas le temps, c'est trop d'énergie, ouais. Je peux Bah pas oui. être aux essais libres 1 et un FP1 et te dire bon on va tester une nouvelle pièce les gars, un nouveau réglage, vous en pensez quoi? Non, surtout quand tu joues le championnat. Enfin, J'ai l'impression que enfin, après c'est peut-être un problème de riche quand tu gagnes cette course à l'année, mais là je vais embrayer sur pour moi la grosse déception de l'année, c'est Honda. Parce que bon ok, il s'est passé ce qui s'est passé avec Marquez, mais Honda étant Honda, tu peux pas en arriver là quoi. Enfin, ils sont 9e au classement équipe et 5e au classement constructeur, quoi. C'est-à-dire que devant, t'as tous les autres sauf Aprilia. C'est... ok, t'as ton pilote phare qui est pas là, mais s'il est pas là, t'as personne. Et mine de rien, ils engagent aussi 4 motos comme les autres. Ouais. Et il se passe rien, quoi. Enfin, Alex Marquez, il a pas été placé dans les bonnes conditions à partir du moment où tu le bascules en satellite sans que le mec il ait couru. il y a bien un gars chez Honda qui a dû alerter tout le monde depuis quelques temps en disant faites gaffe parce que vous mettez tout sur Marquez, mais le jour où Marquis se pète la gueule, on n'a plus personne, vous allez voir, on va être 5e. Je suis pas sûr. L'année dernière, il a dû se dire, cette année, il a dû se dire, j'avais raison, vous voyez. Il a dû y en avoir qu'un, enfin je sais pas. Même sur le plan marketing, c'est con, tu te dis, tu mises pas tout sur le même cheval, d'autant qu'on sait que Marquez tombe assez régulièrement. Enfin je veux dire, c'est pas sa première chute. Plus tu tombes, plus t'as des chances de te faire mal en plus. Puis il y a aussi des possibilités de départ, hein. C'est-à-dire que là aussi, ils ont sécurisé pour 4 ans, mais avant de le sécuriser, il y avait quand même des pistes pour qu'ils partent ailleurs. Donc c'est quand même beaucoup d'argent investi pour un retour. Tant que Marquez est là, ça va, mais le jour où il part, l'année où il part, et on l'a vu, ça fait mal. Ouais, très très mal. Ouais, mais à mon avis, Honda, ils récoltent ce qu'ils ont semé en laissant, j'ai l'impression, le clan Marquez un peu dicter leurs lois en mode on choisit un peu ce qu'on fait, on développe la moto uniquement pour lui, on place Alex Marquez en deuxième pilote alors qu'on sait que c'est un pilote. Enfin, ils ont pas arrêté de nous le dire quand il a commencé à être mis sur le milieu de saison. Ouais, c'est un pilote qui a besoin de temps. Mais alors si c'est un pilote qui a besoin de temps, pourquoi vous le prenez tout de suite chez Repsol si vous le saviez à l'avance, quoi. Ouais. Donc je pense qu'ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé en donnant les pleins pouvoirs au clan Marquez et ils s'en sont un peu rendus compte. C'est pour ça qu'ils ont signé Paul Espargaro, parce que je peux pas croire que ce soit une demande de Marquez de signer Paul Espargaro. Tu peux pas demander à avoir un mec comme ça en face de toi dans le box, c'est pas possible. Donc limite j'ai envie de dire bien fait pour eux. Je pense qu'ils vont se rappeler un moment de celle-ci et ils feront plus la même erreur, j'espère. Et j'espère que les autres ont bien vu et ne refont jamais la même erreur, parce que comme tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour comprendre que si tu mets tous tes yeux dans le même panier et que le panier se casse la gueule au 3e tour, t'as plus rien. Ouais, mais tu vois, enfin, moi je reviens aussi à la saison d'avant où quand ils font venir Lorenzo, moi j'ai vu les 4 fantastiques, quoi. Je me suis dit putain, ça va défoncer, quoi. Lorenzo, il va aller le chercher. Et là mon pépère, il a rien fait, quoi. Et si tu veux, j'y ai cru en 2019. Mais alors là, si ça peut te rassurer, tout le monde y a cru, quoi. Ouais, je sais. Ce qu'il fait chez Ducati et tout, tu dis putain là, sur la Honda ça va être top, vu ce qu'en fait Marquez, y a pas de raison que Lorenzo y arrive pas et tout. On a vu tout ce qu'il a réussi à faire, c'est un strike, quoi. Donc je suis d'accord, moi ça m'a bien déçu aussi et j'espère que Paul Espargaro va réussir à mettre un peu la pression au clan Marquez. Et il va avoir la pression, Espargaro, là, pour le coup. Aussi, ouais. Ouais. D'autant qu'il ils sont partis pour faire une année de merde, quoi. Ouais. Non mais en plus il sort d'une saison très bien à KTM, hein. Enfin il part de KTM, contrat rempli pour lui, hein, quasiment. 5e au championnat du monde, il a jamais fait ça. Hein. Ouais, non, mais c'est pas la victoire. Il a pas eu la victoire, ouais, effectivement. C'est ça. Ça c'est la cerise sur le gâteau qu'il aura jamais. Moi j'y crois pas mal sur la Honda quand même, je dois l'avouer. Enfin, c'est loin d'être mon pilote préféré, ou en partant par le bas peut-être. Ouais. Mais je pense il a un que style qui va assez bien avec la Honda, a priori. Exactement, j'ai l'impression que d'un coup chez Honda ils ont fait une sorte de brainstorming, il y a un mec qui s'est dit j'ai une idée, si on prenait un mec qui avait un style similaire à celle de Marquez, et tous les autres l'ont regardé, on fait ouais c'est pas bête, on va peut-être faire ça. Ouais.
Et du coup, je pense que la moto va lui convenir. En plus, il a de l'expérience. En Moto 2, c'était un des seuls qui arrivait à gêner Marquez quand il jouait le titre. Donc, ouais, ça me fait mal de le dire, mais j'y crois. T'y crois? Ouais. Ou alors Pierre, là il a fait la liste au Père Noël, puisque dans les déceptions évidemment l'absence de Marquez, les officiels Yamaha, les officiels Aprilia, la direction de course, puisqu'il y a eu quand même un gros bordel, enfin il y a eu plein de gros bordels toute l'année, Ducati qui a stagné, Honda, bon ça on en a parlé, et le cas Lorenzo. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur tout ça. Il y aura un livre à écrire sur le cas Lorenzo. D'ailleurs, vous faites quoi Non, mais c'est vrai que quand il le signe, alors tu disais tout à l'heure, quand il le signe chez Honda en 2019, tu te dis il va tout casser, tout ça a marché, bon ça fonctionne pas. Quand il le signe en pilote d'essai chez Yamaha, tu te dis bon ça c'est top, c'est un mec qui a gagné des titres avec cette moto, qui a vraisemblablement un retour technique plutôt intéressant, qui va vite, qui est capable de pousser la moto dans ses retranchements, et c'est quelque chose qu'on demande à un pilote d'essai pour pouvoir d'être le plus proche possible des pilotes d'usine. Et c'est dramatique ce qu'il fait. Alors, Yamaha dit oui, c'est la faute de Lorenzo, il était pas en forme, il a pas voulu tester. Lui, il dit c'est Yamaha, ils m'ont pas demandé de tester. Donc au final, c'est ni moi. Et résultat, il a rien fait et il s'est fait virer quoi. Et remplacé par Crutchlow. J'aime beaucoup Crutchlow, mais entre les deux quand même, il y a un petit écart quoi. Moi, honnêtement, l'année dernière, Lorenzo, j'y croyais bof. Quand tu vois l'annonce de la retraite, le dernier GP quoi, on va faire une conférence de presse parce que de toute façon l'année prochaine tu seras plus là, et tu te dis mais purée, mais c'est quoi ce bordel? Et le sketch du dernier Grand Prix, à savoir où allait finir Zarco, est-ce qu'il allait finir là, oh là là, le bordel, toutes les heures ça changeait, et non, Lorenzo cette année ça m'a gavé. Ouais, moi c'était incroyable le feuilleton que ça a été, en plein cœur de l'été, il partait chez Ducati. Non mais au bout d'un moment faut arrêter quoi. Non mais ce qui est fou, c'est que il est plus dans le cercle de la MotoGP, il est plus pilote, il est même plus pilote d'essai, mais il est tellement clivant qu'on continue encore à parler de lui, il fait toujours ses petits commentaires et tout, et on a toujours envie et de parler de lui quoi. C'est ça qui est fou, moi je trouve. Il y en a d'autres qui sont pas là depuis moins longtemps et on parle plus d'eux quoi. Ouais, mais Lorenzo il a le chic pour toujours ramener ses titres, et alors ok, sur le papier Lorenzo est plus titré que plein d'autres pilotes, mais je pense que là Lorenzo il a plus envie de piloter quoi. Non, c'est en tout cas ce qu'il dégage quoi. Ouais, c'est ce qui dégage. Et quand il dit bah oui machin, mais Yamaha ils m'ont même pas filé une moto pour m'entraîner. Si on en est là, c'est pas là après il faudrait qu'on ait la réalité des choses, c'est-à-dire si tu prends un pilote d'essai comme Lorenzo et que tu lui files pas une R1 avec 2-3 pneus et puis quelques litres d'essence, faut pas attendre qu'il fasse quoi que ce soit. Après moi là où je suis vraiment déçu par contre, c'est ce qui s'est passé à Portimao, où il arrive pas en forme et où a priori Yamaha vient avec une demi-équipe qui de toute façon doit repartir parce qu'ils vont sur le Grand Prix la semaine d'après. C'est pas comme ça que tu prépares les choses. Après, en forme ou pas en forme, sur ce test, il est quand même moins rapide, mais de beaucoup que Vignales sur une moto, sur un R1 stock. Ouais, bien sûr. Enfin, là, frérot, fais un effort. Sans déconner, t'as une moto GP, quoi. Ouais, mais il va te dire 5 fois champion du monde. Tu dis bah ok, mais ça sert à rien, ça fait une belle vitrine, mais le cul sur une selle, ça t'aide pas, quoi. Mais au-delà de Lorenzo, désolé, mais j'en reparle, mais c'est la gestion d'Yamaha encore. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ah oui, non, mais ils ont leur part de responsabilité dans le cas de Lorenzo. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Si tu veux bien préparer Portimao, tu lui files 2 motos proto de ton année, tu lui amènes les équipes qu'il faut pour qu'ils prennent les datas qu'il faut pour préparer Portimao. Là, t'as l'impression qu'ils y sont allés tous en touriste. Lorenzo comme le team, quoi. Et... Non mais comme tu disais, je pense qu'il a plus envie de piloter j'en veux pour preuve ses story Insta, ça fait 1 mois et demi qu'il est à Dubaï en train de se la couler douce. Je peux dire que la moto, il en a rien à carrer à mon avis.
Ça n'intéresse plus. Hein. Ah, il chante bien aussi, non? Oh là là, quel enfer. Quel enfer. J'étais partagé entre la déception, le rire, les pleurs, je sais pas. Ouais, non. Ouais, De toute façon. Et Bon, là, il il va a dire gagné, c'est 5 pas fois mal. champion du monde. Il va faire The Voice et puis il va avoir 3 croix rouges, mais 5 fois champion du monde. Bah ouais. Limite, on a l'impression qu'il préfère être connu et que son ego soit flatté plutôt que d'être pilote MotoGP. C'est là, enfin, il a plus envie qu'on parle de lui que d'être pilote moto. C'est ça que je trouve fou, quoi. Bah, après, quand t'as 5 titres, c'est bien de s'arrêter là, mais faut s'arrêter. C'est-à-dire, tu dis, bon voilà, les gars, maintenant j'arrête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut faire la J'arrête. moitié des choses, quoi. Ouais. Parce que, ouais, voilà, la saison chez Honda, c'était une catastrophe. Donc, faut pas venir après, quand Honda te jette, dire ah, je ferais bien pilote d'essai, puis je ferais bien 2-3 wildcards. Non, t'as plus le niveau, soit t'as plus la confiance, soit il y a quelque chose. Mais, enfin, il y a quelque chose. Donc, prends la décision, quoi. Mais enfin, bon, c'est Lorenzo. Ouais. On passe aux surprises. Ouais. Je te laisse démarrer, Kevin. Allez, moi en surprise, j'ai mis Zarco. Parce que très clairement, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup. J'étais très déçu de voir ce qui s'était passé sur la KTM. Je trouve que son choix de les quitter en milieu de saison est très couillu sur l'année 2019. Donc je m'attendais à plus ou moins rien sur l'année 2020 en me disant bon bah il va s'en servir juste de reprise de confiance. En plus, il a Avintia, alors même s'il avait négocié un support technique de Ducati, qu'il avait des petites chemises rouges dans son stand, on s'attend. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, ce qui claque une pole à Brno avec la deuxième place, qu'il soit dans qui joue souvent la première et la deuxième ligne en essai. Alors on voit que quand même faut vraiment que s'habitue à la moto parce que autant le samedi il était fort et autant le dimanche à part à Brno ça a été plutôt compliqué à Brno et au Mans. Mais je l'attendais pas aussi fort donc je suis vraiment content et à l'inverse de Miller je suis plutôt confiant pour lui pour l'année prochaine. Binder et Oliveira je les ai mis en surprise. J'ai parlé de Binder tout à l'heure que moi je vois jamais venir. Oliveira c'est plutôt le même cas, c'est des pilotes que je trouve ok sans être vraiment fort et il m'a énormément surpris, surtout sur sa gestion de course en Autriche quand il gagne. C'est vraiment une masterclass, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, de laisser les deux se battre, il élargit sa trajectoire en entrant parce qu'il sait qu'ils vont écarter pour ressortir plus court et tout, j'ai trouvé ça vraiment top du top. Nakagami, que j'attendais pas là non plus, que je voyais comme un pilote de jouer les fonds de classement, il a prouvé qu'il pouvait prétendre à mieux que ça. Et bah l'efficacité de la Suzuki qu'on n'attendait pas non plus. Olivier, à ton tour. Les surprises donc. Ouais, les surprises avec, j'en ai pas parlé en point fort au début, mais c'est vrai que Tech 3 et même KTM comme marque, c'est des belles surprises. Enfin, moi je suis très très content pour Tech 3. Ils ont enfin leur victoire en MotoGP et 2 en plus cette saison. Grâce à Oliveira évidemment, mais c'est top quoi, ça fait plaisir, hein. C'est cocorico hein, évidemment, mais mais ça fait plaisir. KTM qui doit confirmer encore évidemment l'année prochaine, mais qui progresse très bien. Alex Marquez, j'avais envie de parler d'Alex Marquez parce que effectivement c'était dur pour lui d'arriver chez Honda sous pression du Papounet et du frérot, sachant qu'il avait potentiellement pas le niveau et on en avait parlé au début de la saison. Moi je disais attention, de toute façon Alex Marquez on sait qu'il est un peu un diesel hein, même dans les catégories dans Moto2 surtout il avait mis quelques saisons à s'acclimater et il nous fait 2-3 belles courses avec la super bagarre à Aragon. Moi, franchement ça c'est un souvenir incroyable, enfin, c'est le moment où il l'attendait plus et tu le vois se bagarrer en tête de course, rattraper une perte de l'avant en plus dans le dernier virage du circuit, c'était top. Et puis un truc qui n'a pas grand chose à voir avec les pilotes, mais la beauté du circuit de Portimao qu'on a redécouvert cette saison et qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Et ça, et la Dorna, ça, c'est magnifier les circuits, c'est très bien les filmer et enfin, moi je me suis régalé avec Portimao, c'était magnifique quoi. Vraiment les montagnes russes là, c'est génial à regarder, c'est génial. C'est une hérésie qu'il soit pas au calendrier de manière régulière, je trouve. Ouais. A priori il devrait être là l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons. Pas sûr. C'est en discussion. Il en réserve. C'est en Ouais, il réserve, en réserve, ouais.
Ils ont gardé une date, il y a 3 circuits et ils verront. Mais quel circuit, ouais. Franchement, l'arrivée dans le premier virage à fond de 6 avec la grosse descente. Faut être accroché, les caméras embarquées sont hallucinantes. Ouais, non, les Portugais, ils ont pas beaucoup de pilotes, mais ils ont 2 circuits magnifiques. Non, c'est vrai, hein. Ouais, c'est magnifique. Mais ils savent y faire, hein. Qui c'est qui leur a dessiné d'ailleurs? Ce serait bien qu'il en fasse d'autres, le garçon. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Faudrait voir ça. Mais... Ils ont pas repris celui du quota, en tout cas, putain. Oh, il est horrible, ce circuit. Il est fait pour les voitures. Ah ouais, non, mais il est trop long, enfin. Moi, je sais que à chaque fois, j'en parle sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien forcer un petit peu, je suis la team forceur un peu. Et il y a plein de gens qui me disent non, moi, je le trouve bien, je suis assez étonné. Mais c'est un circuit de voiture, comme tu dis, ils mettent 4 minutes à faire un tour. En plus, ils ont mis des bouts de circuit. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler des circuits, mais je suis d'accord, c'est vraiment pas fou. Ouais, Portimao, c'est bien, hein. Faudrait plus de circuits comme ça, avec du dénivelé, avec des choses à voir. Ce serait pas mal, hein. Tu remets un petit coup de Laguna Seca, c'est pas mal, hein. Oh bah non, mais Laguna Seca, c'est sûr. Enfin, ça, faut signer dès demain, quoi. À un moment donné. Au niveau des surprises, quand même, Mir champion du monde, c'était assez inattendu. Ouais. Sur la saison. Après, les 6 victoires de Petronas, on en a parlé pour une équipe satellite Yamaha. Ça, on n'en a pas parlé non plus dans les news, mais donc l'année prochaine, il y aura 3 motos de l'année, c'est-à-dire développées avec la spec maxi, c'est-à-dire les 2 dans les officiels plus la moto de Rossi. Et Petronas a demandé pour avoir le même équipement pour Morbidelli. A priori, ça n'a pas été accepté par Yamaha Factory. Ça après, voilà, j'ai Morbidelli, hein, finalement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que Morbidelli, il est moyennement, devant tout le monde, il a fait, mais ouais, il était un peu content, j'aime bien mes soupapes, c'est dommage. Vous donnez pas la moto que personne n'arrive à faire avancer, c'est dommage. Ouais, et puis Oliveira, j'en ai déjà parlé, mais je voulais parler dans les surprises, Bagnaia, parce qu'il a fait quand même 2-3 belles courses, et puis après plus rien. À partir du moment où il a dit où Ducati a dit tiens, on va le mettre en officiel, et puis la fin de saison a été un peu c'était dur, difficile, pour pas dire pourri. Non mais là j'ai le truc sous les yeux, donc il fait 7ème en Espagne. Après il casse la 2e course à Jerez. Blessure. Ensuite il finit 2ème à Saint-Marin. Ensuite, il a 2 doigts de gagner, il tombe, donc là il le signe en se disant c'est vrai, il est chaud. Et après 6ème, 13ème, chute, 11ème, chute. Tu sais, c'est le genre de mec que t'as en intérim, il est hyper chaud et tu le signes en CDI, il branle plus rien et tout un machine à café. Le même. Il joue avec la chauffeur toute la journée. Il s'est donné à fond pour la période d'essai et puis après. C'est ça. On verra, hein. Mais je te rejoins un petit peu sur Miller. Miller, c'est bien, mais à mon avis c'est pas assez régulier, c'est un petit peu le même profil que Crutchlow, c'est-à-dire ça va te faire des coups d'éclat et ça va être difficile de tenir sur 20 courses. Miller, j'ai un peu l'impression que ça va être le même, et Bagnaia, ça va être un peu le même. Donc l'année prochaine, ça va être à Zarco de tirer son épingle du jeu chez Pramac, je pense. Je pense même que Ducati sont plus satisfaits de leurs 4 autres pilotes. Avec Zarco, donc t'es sûr qu'il va tirer à chaque fois le maximum de la moto, qui va vraiment faire du bon boulot, plus 3 rookies vraiment très prometteurs, alors que les 2 pilotes qu'ils ont en team officiel, t'es vraiment pas sûr de ce qu'ils vont t'apporter parce que c'est pas des garanties les mecs. Ah bah non, voilà, c'est pas Groupama là. Hein. Non, c'est clair. Hein. C'est pas Cerise. Ouais, ça fait un peu peur pour Ducati. On n'a pas parlé de Fabio on n'a pas beaucoup parlé de Fabio tout court d'ailleurs. Bah tu peux, vas-y. Mais je voulais en dire un mot quand même dans les surprises parce que c'est vrai que ça. Son agacement sur les dernières courses m'a assez surpris. Je le croyais un peu plus fort mentalement. Et il a un peu craqué en fin de saison. Et j'espère ça m'a surpris déjà. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans les surprises. Et j'espère qu'il va réattaquer l'année prochaine un peu mieux et surtout pas perdre les passes désarmées comme il l'a fait sur la fin, quoi. Ouais, là je pourrais pas être plus d'accord avec toi. On avait fait une fois un épisode de la boîte à clapper en disant est-ce que Yamaha devrait engager un psychologue parce qu'entre Viñales et Quartararo, on a l'impression que mentalement c'est compliqué. Quartararo, il a fait une assez belle autocritique après Portimao en disant que ça allait être son axe d'amélioration principal, et je trouve que c'est assez lucide d'avoir ce type de réflexion à son âge, surtout en se disant
il faut que je bosse là-dessus parce que il a beaucoup perdu ses nerfs, comme tu l'as bien dit, et je pense qu'il est pas loin d'avoir perdu le titre là-dessus parce qu'il a pas réussi à rester, à garder son sang-froid pour trouver les problèmes. Après, moi, Quartaro, je prie pour qu'il me fasse mentir, mais j'ai jamais trop cru vraiment en Quartaro. Pour moi, il a vraiment le profil type d'un pilote du samedi, c'est-à-dire que en essai intouchable sur un tour, il va vraiment beaucoup trop vite. Mais le dimanche, il faut vraiment que tout soit parfaitement en ligne pour qu'il arrive à faire quelque chose, sinon il craque quoi. Donc j'espère il est jeune encore, il peut encore bien s'améliorer. J'espère qu'il va réussir, mais j'ai du mal. Tu verrais Zarco champion du monde avant Quarta? Alors, avant non, parce que maintenant, Zarco c'est un 90, donc ça va être compliqué, mais en plus il a 3 victoires, donc clairement Quartaro a plus de potentiel et tout. Mais si Quartaro avait le mental de Zarco, il serait monstrueux, je pense. C'est clair. Faut qu'il passe plus de week-ends ensemble. Mais honnêtement, c'est pas ce serait vraiment une bonne idée, je pense. Hein. Je pense qu'il y a du coaching à faire. Après, Zarco, c'était compliqué aussi chez KTM. Il a été... tu vois, j'ai pas rebondi quand on a parlé, mais ça a dû être quand même sacrément compliqué. La période qu'il a dû passer entre septembre 2019 et la fin d'année, la fin de saison. Parce que putain, il a dû en chier des rangs de patates. Et moi, je le voyais vraiment difficilement réussir à se remettre dans le droit chemin, parce qu'il y avait aussi avant un gros travail de son coach, hein, quand il était en Moto 2 et chez Tech 3, il avait encore Félon qui était là plus pour le driver, et là il se retrouvait déjà dans une difficulté énorme et en plus tout seul. Et je me suis dit putain, ça va être compliqué de remettre le puzzle dans le bon ordre quoi. Et il s'en est plutôt bien démerdé, voire très bien. Et c'était compliqué. Hein. Et quand tu vois ces stats de qualif sur la saison à Johan, c'est assez intéressant. Hein. Il fait 20-15 après la pole en Tchéquie, 9, 3, 10, 14, après 6, 9, 16, 5, 4, 4 et 7. Et ça fait quand même beaucoup de 10. Ça fait beaucoup de top 10. Ouais, ça fait beaucoup de top 10 au qualif. Pour une 5e Ducati. C'est beau. Hein. Non, mais de toute façon, il a montré une force de caractère en réussissant à se sortir de ce bourbier KTM, comme tu l'as dit, vraiment incroyable, quoi. C'est pour ça que un petit échange entre Quartaro et Zarco pourrait être que bénéfique pour les deux, je pense. Ils s'entendent pas trop mal, hein. Souvent, on a vu Zarco plutôt content quand il y a les victoires de Fabio, venir le féliciter devant tout le monde et tout. Est-ce que c'était de la com ou pas? Je pense pas, parce que Zarco a pas trop sa langue dans sa poche et même quand faut parler mal de Rossi, il y va, y a pas de problème, donc je pense pas qu'il se fasse chier à faire de la com. Ouais, ça me fait me souvenir que c'était dur pour Yann quand même cette année, et c'est là où on voit la force mentale du gars, c'est quand Styrie, rappelez-vous, alors c'est Styrie ou c'est Autriche, je sais plus, mais quand il soi-disant provoque l'accident, c'est Autriche, il provoque l'accident, d'après les commissaires, il se prend une pénalité. Tout le clan Rossi est contre lui, en fait tout le paddock est contre lui globalement. Il met ça de côté, il dit on verra, et puis il fait son taf, et c'est quand même c'est beau. Hein. Il a réussi à passer outre l'espèce de raz-de-marée médiatique qu'il a pris et tout le venin qu'il a pris. Autant je suis vraiment fan de Rossi, mais là ce qu'il a fait c'était vraiment pas sympa, vraiment limite dégueulasse de le charger comme ça, même si je pense qu'il a vu la mort. Il a vu la mort Rossi, donc pourquoi pas, hein, mais c'était, comme tu le dis, pas très sportif. Il a réussi à s'affranchir de ça, et vraiment respect à ça. Ça a été quand même des week-ends compliqués entre ce qui s'était passé justement avec ce crash et quand on a vu Vignales sauter de la moto, je crois que c'était le Grand Prix suivant. C'était des images de course qui était plus trop habituel. L'Autriche cette année c'était chaud, hein. On était un peu sonné. Mais assez bizarre. Ils sont même dans la tête de la Dorna, ils s'est peut-être même posé la question de remettre en question ce circuit, parce que là enchaîner 2 courses comme ça avec 2 incidents qui auraient pu être des accidents et qui auraient pu être très très graves. À mon avis, ils se sont posé la question. Ouais, en plus, j'en avais parlé à l'occasion, au moment du débrief de ces grands prix-là, mais
Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois la première, du coup c'est la deuxième courbe un peu sur la gauche, où là les F1 sont encore à fond et freinent vraiment à 50 mètres, donc elles ont le temps. Là en fait les MotoGP elles freinent avant le gauche, donc sur l'angle, et là si elles font tout droit, elles coupent la trajectoire complètement entre les motos arrêtées. Bon, on l'a très bien vu cette année. Et c'est vrai que tu te dis ce circuit est pas super adapté à la moto non plus. On parlait du quota tout à l'heure, mais là ce virage là en tout cas il est super dangereux, ouais. Tu te foires en freinage, tu glisses de l'avant, bah là tu peux faire strike au bout du virage parce que tout le monde est à 50 avec coup de parterre en plus. Ça peut être un carnage, ouais. Moi à la place des orgas, je vois ça. J'ai rien contre les Autrichiens, hein, mais il est très beau leur circuit. En plus, en F1, on se régale. Ouais. Il est très beau, mais niveau sécu, c'est quand même pas top. Hein. Ouais, il y a un gros point noir, on l'a tous vu. Mais là, c'est Red Bull qui pousse. Non, mais il y a juste ce virage-là à redessiner et à sécuriser, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, le reste du circuit, c'est très bien. C'est un circuit rapide qui convient à plusieurs types de motos. Donc, c'est bien. Pour le sport, c'est bien. Mais il y a ce virage-là qui est problématique. En plus, il y a d'autres circuits qui arrivent à s'adapter, qui accueillent la MotoGP et la Formule 1 et qui adaptent en fonction, parce que au niveau sécurité, le tracé Formule 1 est pas adapté au MotoGP. Ils pourraient le faire, à mon avis, parce que moi, c'est quasiment, je pense, mon circuit préféré aujourd'hui. Il est très spectaculaire, du dénivelé, des freinages vraiment très impressionnants. Mais à chaque fois, maintenant, avec ce qui s'est passé, ça fait un peu peur, quoi. Tu dis, comme tu le dis, il y a un raté au frein là, c'est strike au bout, quoi. On va terminer avec les surprises de Pierre. Donc Rabat, toujours dernier. Oh. Ce petit. Il met ça en surprise. Moi, ça me surprend qu'il mette ça en surprise, du coup. Ah bah oui, mais ça à mon avis, c'était pour... Des Inception de surprise. Ouais, c'est ça. Zarco, on en a parlé. Ah oui, alors Dovi, du coup, qui quitte le MotoGP. Là, c'est quand même... ça a été le feuilleton de l'été, oui et non. Pour Pierre, oui. Pour nous, non. Non, mais moi ça me fait chier parce que Dovi, je l'aime bien et il aura été l'éternel second. Il aura quand même fait énormément pour Ducati et je trouve que c'est dommage qu'il parte comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que Ducati et Dovi partent fâchés et c'est dommage parce qu'ils ont fait un sacré bout de chemin tous les deux, enfin l'équipe et lui. À chaque fois avec des coéquipiers qui étaient pas toujours faciles et il s'en est toujours plutôt bien tiré, on va dire, parce que quand tu te retrouves avec un Iannone dans les pattes, parce que c'est lui qui gagne la première course sur Ducati, je crois. Ouais, en Autriche de mémoire, j'aurais dit comme toi, ouais. Et moi, après c'est la déception Iannone puisque il réussit pas à concrétiser, mais putain, il aura pas eu des coéquipiers faciles, Pépère. Hein. Non, c'est sûr. Après, on voit surtout la gestion des pilotes par Ducati, parce que on a l'impression qu'ils se quittent fâchés avec quasiment tout le monde en vrai, quoi. Avec une grosse partie de leurs pilotes. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. Moi je sais surtout à remettre en question leur gestion, management. Parce que après moi j'aurais à peu près le même constat que sur Lynn Jarvis pour Dalinha, parce que je pense qu'il y aurait peut-être besoin de 109 aussi. Ils arrivent la même année, en 2013, sur la Ducati. Iannone et Dovizioso. Iannone et Dovi arrivent en même temps. Ouais. Et Iannone vient du Moto2, ouais. Ouais, il arrive direct du Moto2 et alors que il arrive de la YAM Dovi. Ouais. Donc je pense que Ducati a un petit problème de gestion, de management, comme tu dis, de leurs pilotes. Donc apparemment, moi j'ai été étonné du traitement qu'ils ont eu avec Zarco, parce que ils ont donc leurs deux pilotes officiels qui étaient Dovizioso, Petrucci, Miller qui savait qu'il allait monter à leur place. Après ils ont signé Pecco. Mais par contre, tous les débriefs d'après-course de Dalinha, c'était dans le San Avintia avec Zarco, et ils écoutaient tous Zarco parler religieusement. Donc ça m'a un peu étonné aussi. Je trouve que ça en disait long sur ce qu'il pensait de Johan. Ouais, après, la fin de saison a été bizarre dans le sens où quand tu sais que tes deux officiels y partent, voilà quoi. Ils s'en foutaient, ouais. C'est un peu... après, c'est souvent le cas. Hein. C'est-à-dire... qu'est-ce qui s'était passé? Je crois que quand il y a... Maintenant, il y a Crutchlow à une époque, qui est chez Ducati et qui lève sa clause à l'été. Et toute la deuxième partie de saison, il a pas les évols, quoi.
puisqu'il a choisi de partir. Je me rappelle plus de ça, mec. Ah bah si. Oh là là. En fait, il avait signé à 1 ça plus m'étonne 1. pas du tout, mais Il avait signé à 1 plus 1 et ils avaient une date pour dire ok, je continue ou je m'arrête, et il dit moi je m'arrête, l'année prochaine je pars chez Honda, et ils ont dit ah ouais bah tiens, toutes les évols il les filait à Pramac et pas à Crutchlow quoi. Ça c'était il y a déjà un petit moment. Hein. On va passer aux petites remarques particulières. On va commencer par Pierre, qui nous en a sorti une bonne. Celle-là, putain, je l'avais oublié. Personne veut aller chez Aprilia, dis donc. Même un rookie qui finit 7ème de Moto 2 de Joe Roberts, donc qui veut pas monter chez Aprilia. C'est vrai que, putain, le feuilleton de Iannone encore, qui du coup est suspendu. Et du coup, il y a sa moto qui est disponible chez Aprilia, sauf que personne ne veut prendre le guidon. moi je trouve ça pas forcément étonnant. On l'a vu cette année encore. C'est un tracteur tondeuse quoi. L'Aprilia, c'est un truc de fou. C'est la dernière moto qui avance pas du plateau. Moi je suis vraiment pas étonné que personne veuille aller poser son cul dessus quoi. Vaut mieux jouer la 7ème place en Moto 2 que se battre avec Bradley Smith. Alex Espargaro, je le porte pas dans mon cœur non plus, c'est pas mon pilote préféré, mais il est quand même pas mauvais. C'est un mec, tu sais, qui peut gratter du top 10 et tout, qu'il a le niveau. Mais là on le voit. Alors cette année ça a été moins pire que les autres années. Mais on voit bien que la moto, ça le fait pas. Pourtant, l'été dernier, ils nous en ont fait, avant que le championnat reprenne, on a vu des déclats en mode, ils disaient oui, merci Aprilia, et enfin un vrai moteur et tout. Que dalle, la moto, c'est un tréteau. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est la dernière marque qui fonctionne pas, et ça serait bien que toutes les marques soient à peu près au même niveau, quoi. Ouais, là ça va être compliqué puisqu'en plus Grésini a annoncé eux ils gardaient leur place sur la grille pour les prochaines années. Par contre, ils ont annoncé que ce serait plus avec Aprilia. Et donc là, ça va être un sacré bordel encore. Ouais, ils ont même pas montré de progrès. Enfin, ça a pas avancé du tout quoi. Si, quand même, ils réussissent à se montrer un petit peu plus en qualif, quand même à accrocher un petit peu plus de top 10 qu'à une époque. Mais c'est très difficile sportivement. Ça, c'est évident. C'est la Williams de MotoGP. Ouais, mais y a pas George Russell par contre. Hein, y a pas Russell. Ton George Russell, c'est Alex Espargaro, c'est un peu tristoun. Kevin, tu voulais rajouter sur les remarques? Moi j'ai marqué en fin de l'incertitude au championnat, même si c'est dû à l'absence de Marquez, donc c'est quand même à pondérer. Ça serait bien qu'on ait autant d'incertitude avec toutes les forces en présence, même si j'y crois pas du tout, tellement l'autre c'est un extraterrestre. Et enfin j'ai marqué, donc hors Aprilia, comme on vient de dire, niveau des motos plus que jamais homogène, mais est-ce que ce serait pas parce qu'elles sont toutes pas ouf? Parce qu'en vrai on se dit la Suzuki elle est bien, mais quand tu regardes les autres, la Ducati ils ont eu des problèmes toute la saison, ils ont pas réussi à s'adapter aux nouveaux pneus et c'était compliqué. La Yamaha, on en a parlé, elle a gagné 7 courses mais avec une régularité douteuse. La Honda pareil. Après ils claquent des chronos quand même. Hein. Enfin, c'est peut-être lié aux pneus aussi, mais il y a eu des records de piste cette année qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Hein. Ouais, c'est sûr, qui était en plus détenu par Marquez. Ducati, par rapport aux 3 saisons qu'ils font, ça fait 3 saisons qu'on disait que c'était la meilleure moto du plateau parce que moi j'avais l'impression que c'était la meilleure moto du plateau parce qu'elle s'adaptait à différents styles de pilotage. On a vu par exemple Miller et Lorenzo, pour donner des exemples sur les dernières années, qui ont réussi à faire des choses avec, mais qui ont des styles de pilotage qui sont diamétralement opposés. Donc on se disait elle est bien, et là cette année j'ai l'impression qu'elle a perdu de sa superbe quoi. Ah clairement Ducati tu le vois aussi au nombre de victoires dans la saison, hein. C'est-à-dire qu'ils ont progressé régulièrement sur les 3-4 saisons précédentes, et cette année il y a un net retrait, hein. Et comme tu le dis, avant c'est une moto qui gagnait sur les circuits uniquement 2 gros moteurs. Après ils ont réussi à trouver une moto plus homogène, et cette année la moto elle est moins bonne sur tous les secteurs. Donc ils en ont gagné qu'une. Même en moteur ils se sont fait rattraper, hein. Exactement. Ouais. Même KTM, j'ai l'impression que sur les circuits gros moteurs, ils s'en sortent bien aussi. Oliveira a montré que c'était jouable un petit peu partout avec ce machin, quoi. Donc, il va falloir voir ça sur une saison complète. Toujours pareil. Merci Pedrosa. Ouais. Ah oui, il est là pour ça. Hein. Ouais, mais je pense que là ils peuvent vraiment lui dire merci. Ah oui, mais voilà. Enfin ça c'est pour le coup c'est pas con.
C'est pas con. Ah non, Parce c'est de que- l'investissement à long terme. C'est l'exact opposé de Yamaha avec Lorenzo, en fait. Ouais. L'exact. Ouais, moi, dans les remarques particulières, je voulais quand même parler du sketch Yamaha avec les salades de soupape, là, c'est... Je comprends pas qu'on n'arrive pas à nous expliquer clairement les choses, et que t'es la film qui dit un truc le jeudi, Yamaha machin qui dit un autre truc le lendemain, et Lynn Jarvis, il est obligé de revenir dessus le samedi pour les non-comprenants comme nous, et au bout du compte, on n'a pas compris non plus, et on sait pas comment ça va se passer en 2021. Sportivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de moto qui se détache. Donc, un coup ça va être l'un, un coup ça va être l'autre. Après, c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup d'enchaînements de courses. Je pense que pour les pilotes et pour les équipes, c'était pas facile d'enchaîner 3 courses d'affilée. Mine de rien, le contexte a dû jouer là-dessus. Mais moi, ce qui s'est passé techniquement avec Yamaha, je comprends pas et... Putain, on en aura parlé de Yamaha dans cet Bah ouais, épisode. parce que Ils vont mine de pas nous rien, c'est ceux qui ont sponsoriser gagné l'année le plus prochaine. de courses. C'est ceux qui ont gagné le plus de courses et c'est au final ceux tu te dis mais comment c'est possible? Bah, Comment c'est vrai c'est que possible je sais pas trop comment me positionner sur la saison de Yamaha, parce que comme tu le dis, 7 courses sur 13, c'est quand même plus de 50%, la moitié des courses gagnées, donc c'est une belle perf. Mais au final, la moto, on a l'impression que ils arrivaient pas à faire à la faire avancer, ni les uns ni les autres. Donc c'est vraiment compliqué à juger cette saison de Yamaha. Puis de toute façon, on verra bien ce qui va se passer en 2021. Ouais, grave. Vivement. Vivement. C'est bientôt, hein. C'est le mois de mars maintenant. Le 28 mars. Au niveau boîte à clapet, du coup, vous reprenez quand, les amis? On va Quand même. reprendre, je pense, plus ou moins en même temps que la reprise du championnat. On fera peut-être un petit épisode avant pour essayer de donner un peu des indications sur où peut placer de l'argent pour les paris. Surtout, faut faire l'inverse de ce qu'on dit parce qu'on est tout le temps à la ramasse. Et puis, si on a peut-être qu'on fera un petit épisode spécial. On a fait les Australiens, et les Américains. Peut-être qu'on va s'aventurer vers un autre pays d'ici la reprise. Ouais, vous allez refaire un petit pays. Ouais, on va Ouais. essayer de faire les pays principaux pour essayer de... On aime bien parler de pilotes à l'ancienne, donc on va continuer. Et puis on va essayer de classer ça. Faites les Anglais. Et ben alors, en fait, il reste quelques pays, surtout Angleterre, Espagne, Italie, France, Ouais, bah éventuellement Japon. Ouais. Parce qu'après le reste c'est plutôt faible, mais les Anglais, ouais, c'est vraiment pas mal. Mais c'est comme les Américains, c'est vraiment des anciens pilotes, quoi. Ouais, Alors, voire même d'ici- 70 un peu. Tout. Donc oui, une autre news dont on n'a pas parlé, c'est que les essais de Sepang sont annulés, puisqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord d'un point de vue sanitaire. Donc... C'est pas dommage, hein, parce que c'est une plaie de circuit aussi. Alors pour les essais, ça a l'air d'être pas trop mal, parce que chaque fois ils y vont, ça leur permet de Oui. travailler à la fois la vitesse de pointe et l'agilité. Mais à c'est un regarder, circuit qui est... Ah bah à regarder, oui, mais tu regardes pas 3 jours d'essai Ouais, c'est vrai. pour voir des motos noires tourner. Hein. C'est un C'est peu sûr. monotone. C'était, Et du coup, c'était ils histoire vont- de bâcher le circuit Ouais. de Sepang, que Ouais, j'aime que bien t'as- à chaque fois. Du coup, tu iras les voir au Qatar, Voilà. puisque Ah, le Qatar youpi. c'est le 28 mars. Ok, Alors, bon, on y est on a presque. hâte. Ouais. Et ils vont y être un Faut petit peu tenir plus encore tôt. un peu. Ouais, Non, ouais, ça va faut arriver tenir vite, non encore un peu. Bah ouais, hein. Le temps de monter cet épisode-là, ça va être fin janvier. On va être début février. Début février, on va penser à faire l'épisode de reprise et puis nous repartis, quoi. Nous voilà repartis. Ouais, hein. c'est ça. Ok. Bon. Merci, Kevin. Eh ben, merci à toi pour cette double invitation. C'était très super sympa. cool. Merci à toi d'être venu. C'était super sympa Avec d'avoir plaisir. un petit peu le point de vue. Et tu passeras le bonjour aux collègues. Et vous êtes Ouais, les bienvenus. on leur passe Hein. le bonjour. Enfin, Eh ben, pas de soucis, quand ils seront dispo, je te les enverrai raconter des bêtises, ils sont pas mauvais. Ah ouais, ils sont bons. Ils sont très très bons. Olivier, on se dit, on repart pour la saison 2021 du coup. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir et fatigue, hein, évidemment. Ça va ensemble. Oui, ça va ensemble, évidemment. Bon, sur ce, merci à toi, beaucoup. Cyril. Ciao. Salut. Merci, salut.